Question de Gilles Gramme. Quelle substance serait à chercher ou à mesurer sur l'ouverture des cartons? Exemple, pot de peinture en carton, peu d'informations sur les fiches de données de sécurité. Est-ce que vous avez la réponse? Vous n'êtes pas tenu d'avoir toutes les réponses. Non, mais comme ça, si c'est des pots de peinture, je dirais déjà tout ce qui est solvant, COV. Je pense que au cours de la journée, on parlera beaucoup de COV. Je pense qu'au niveau de l'ouverture, c'est effectivement des COV. Au niveau des peintures, ça sera plutôt la composition principale des peintures. Donc, je dirais des solvants et des COV. C'est vrai qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Voilà. Donc on cherche des COV, j'ai bien compris. Laurence Robert, je vais revenir à votre présentation, si vous voulez bien. Donc je vais faire une petite manœuvre sur ma tablette pour revenir à votre slide. À la toute fin de votre présentation, vous nous avez montré un quiz. Dans un entrepôt de produits saisonniers, selon vous, les opérateurs sont exposés à... C'était le petit quiz qu'on pouvait faire au moment de l'inscription. Auquel on pouvait répondre. Voilà. Donc les réponses sur les expositions de ces opérateurs, ces ports de charge, ces risques de chute, ces collisions. Et j'ai noté risque chimique. Et quand vous l'avez dit tout à l'heure, 77%, vous avez semblé surprise. Pourquoi est-ce que vous êtes surprise? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça nous a paru à l'ensemble du COPIL, et pour faire écho à la présentation qu'a fait Virginie juste après moi, où elle disait que finalement dans les maladies, que 0,5% étaient reconnus comme ayant un lien avec l'exposition chimique. Oui, ça nous a paru... en fait, nous pensons qu'il y a eu un petit biais, parce que forcément le thème de la journée aujourd'hui était exposition au risque chimique. Donc quand on remplit ce quiz. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont pris la peine de le remplir, parce que c'était important pour nous. Et donc, du coup, on a été surpris. Alors, je pense que c'est un risque, ou c'est une exposition qui est assez clairement identifiée au tout début de la filière, c'est-à-dire à l'ouverture des conteneurs. Justement, mes collègues, comme vous disiez, M. Keller, M. Galland, Barbara, ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc, c'est quelque chose qui est identifié, et ils ont fait des journées techniques là-dessus. Mais en fin de chaîne, ça allait beaucoup moins. Donc, sur la masse des répondants, j'ai été étonnée qu'il y ait autant de personnes. Mais ceci étant, je suis très contente que c'était le cas, que ce fut le cas. Pardon, excusez-moi, tant que j'ai la parole, juste pour dire à la personne précédente, pour être intervenue dans un magasin de bricolage et avoir travaillé un petit peu, vous pouvez faire rechercher le xylène sur les peintures. Voilà, entre autres. Dans les COV, les COV, l'exylène, en tout cas l'exylène. Particulièrement. C'est bien de parler des journées techniques qui sont organisées très régulièrement par l'INRS, parce qu'il y a dans le chat des questions sur la polyexposition, vous l'avez cité avec l'outil Mixi en particulier. Vous pouvez trouver tous les comptes rendus, toutes les présentations en fait, de ces JT précédents, donc polyexposition, c'était il y a quelques semaines à peine, sur le site de l'INRS, qui vous permettra d'avoir la réponse à vos questions. Question de Marianne Sotio. A-t-on déjà mesuré la part des substances chimiques en provenance des produits cosmétiques portés par les personnes, parfums, déodorants, crèmes diverses, dans l'air ambiant respiré par tous les travailleurs aux différents postes, et surtout dans les espaces plus réduits? Dans la négative, ne serait-ce pas un sujet d'étude intéressant? Bah oui, les collègues de travail. Enfin, il vaut mieux qu'ils aient mis du déodorant que non, remarquez. Donc, mais est-ce qu'on a déjà quantifié tout cela? Qui veut répondre? Si on a quantifié, c'est très peu. C'est pas quelque chose au niveau des bases de données qui ressort. Donc, non, il n'y a pas eu vraiment d'études. Il y a eu des études sur l'onglerie, il y a eu des études sur les coiffeurs, mais au niveau des parfumeries, il n'y a pas eu d'études, à ma connaissance, sur le sujet. Et ça peut effectivement être un bon sujet d'étude aussi, qui peut être envisagé. Donc, Madame Sotio, si vous avez, je ne sais pas, des commerces, des entrepôts, des bureaux à nous ouvrir, c'est peut-être une recherche à faire. Oui. Justement, on vous présentera un petit peu plus tard, dans la 4e session, des études sur la qualité de l'air et puis les niveaux d'exposition et de polluants qu'on a rencontrés dans les commerces de détail non alimentaires. On s'est posé la question des parfumeries. À l'époque de l'étude... je vous expliquerai, c'est pas toujours évident de pouvoir rentrer dans une enseigne parce que ça fait peur un petit peu. Mais le choix des parfumeries et des produits cosmétiques n'avait pas été exclu. Au contraire, c'est juste qu'on n'a pas trouvé. Donc voilà, je fais écho à ce que vous proposiez, à
J'ai oublié le nom, mais à Marianne, et je n'ai pas oublié le prénom. Donc voilà, si vous voulez nous ouvrir des portes. Marianne Sotio. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions via l'onglet chat. Madame Savary, à la fin de votre présentation, vous avez parlé de la recherche de la base Colchic par secteur, par métier, par tâche. La base Cola. Donc la base Cola, donc on n'a pas d'outils comme on a pour Colchic. Il y a quand même, on a des rapports d'activité qu'on édite annuellement pour le ministère du Travail et qu'on publie. Donc sur le site de la revue HST, donc qui est une revue INRS, donc il existe un onglet base de données dans cette revue et tout en bas de la page, on publie annuellement donc ces rapports d'activité sur les 5 dernières années. Donc on fait une interrogation de la base de Scola sur les 5 dernières années, donc en année glissante, et on les publie à cet endroit-là. Donc on retrouve, de mémoire, ça doit être les 3 derniers rapports donc, pour la base de Scola. Donc vous avez mis un onglet, enfin un lien outils 110. Outil 110, c'est l'outil pour interroger la base Colchic. Ça, c'est la base Colchic. Voilà. Et pour la base Scola, on cherche sur le site de l'INRS, voilà, Scola, HST, voilà. Et on a également, dans Scola, on a également des données d'amiante qui ne concernent pas trop la journée, mais on a des données d'amiante qui est interrogeable par la base Colamiante, qui est accessible également par le site de l'INRS. Et ça, ce sont des bases qui sont accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas d'inscription, pas d'abonnement. Accessible pour tout le monde. Voilà. Donc sur le site de l'INRS, voilà. On trouve ça très facilement. Madame Govard, une petite question sur la chaîne logistique. Alors on a vu qu'elle permettait d'identifier les différents acteurs et leurs spécificités. Est-ce que connaître finalement cette chaîne logistique permet de mieux agir en termes de prévention? Est-ce que, alors je vais reposer ma question peut-être un peu mieux, est-ce que la prévention elle peut dépasser les murs de l'entreprise? Est-ce qu'on peut prendre en compte l'ensemble de la chaîne? Alors, on a vu qu'il y avait différents acteurs qui étaient en lien et qui se succédaient. En fait, ils ne sont pas juste en lien, ils sont dépendants les uns des autres. Donc, pouvoir agir hors des murs, c'est quelque chose qu'on a montré au travers d'une précédente étude qui s'appelait Propagir en logistique. Donc, oui, on peut faire de la prévention en dépassant les murs. Et c'est même relativement efficace puisque les contraintes ne vont pas se propager d'un acteur à un autre. Si la contrainte n'est pas gérée, elle va continuer à se propager. Donc oui, on peut le faire. Il y a également des actions qui ont été menées, je pense comme ça un peu à chaud, aux actions du PILS qui a été initiée à partir entre autres la région Rhône-Alpes et qui a mené toute une action, par exemple, sur le choix de l'emballage, du type d'emballage, afin que d'un acteur à un autre, il n'y ait pas de souci et qu'il ne s'arrache pas, ne tombe pas et puisse assurer un certain nombre d'actions de prévention qui étaient difficiles lorsqu'on ne l'a traité qu'au sein de l'entreprise. Autre exemple, aujourd'hui par exemple, nous avons une conférence qui se passe à Act Supply en Bretagne et qui défend l'idée qu'on doit faire des choses au sein de l'entreprise, mais pour multiplier et potentialiser encore davantage la prévention, il faut vraiment travailler sous forme de chaîne. Donc oui, on peut le faire, oui, il est souhaitable de le faire. En plus, bien sûr, des actions qu'on fait habituellement au sein de l'entreprise.